Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. Le Bénin pourra-t-il être enregistré d'ici 2025 parmi les pays exempts du paludisme? C'est-à-dire, est-ce qu'en dans 4 ans, on peut enregistrer 0 cas de palu dans notre pays? En tout cas, en 2019, nous avons eu comme chiffre 3200 décès, plus de 3200 décès liés au paludisme. Est-ce que face à ces chiffres, on peut avoir espoir? Est-ce qu'on peut garder espoir? Pour aborder la thématique, nous avons avec nous la coordonnatrice nationale du programme de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé, professeur Aurore Ogouyemi Runto. Merci d'être là. Professeur, bonjour. Bonjour. Avec vous, on aura assez d'informations. Où est-ce que notre pays est actuellement? Est-ce que notre politique nationale répond à cet engagement pris par l'Organisation mondiale de la santé pour 2025? On verra tout ça avec vous tout à l'heure. En face de vous, certainement pour un débat un peu contradictoire, nous avons Dr Théophile Rouwedo. Il est médecin de santé publique, membre de la société civile. Merci à vous également d'être des nôtres. Alors, professeur, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? Nous avons un élément témoin réalisé par ma collègue Yasmine Damanta pour présenter un peu la situation. Mais déjà, à votre niveau, quels sont les chiffres? Quelle est la situation épidémiologique actuelle? Merci, madame la journaliste. C'est moi. Bonjour, cher docteur Mkwedo. Merci de donner cette opportunité de parler encore une fois de la lutte contre le paludisme au Bénin. Peut-être que avant de donner les chiffres, on va parler directement aux chiffres. Oui. Avant de donner les chiffres, il faut situer déjà la maladie, dire ce que c'est et quels sont les acteurs en cause dans cette maladie pour qu'on puisse comprendre un peu par la suite ce que signifie la lutte contre le paludisme. Tout le monde le sait, hein, le paludisme est une maladie parasitaire due à un parasite qu'on appelle le plasmodium, mais plus précisément chez nous, Plasmodium falciparum, et qui est transmis par un moustique qu'on appelle l'anophèle femelle infestée, qui est le vecteur. Donc, quand on parle du paludisme, il faut comprendre que nous avons des acteurs. Les acteurs que sont l'anophèle femelle qui est le vecteur, le parasite qui est porté par l'homme, et l'environnement qui supporte, qui favorise le développement du vecteur. Donc nous avons ces 4 acteurs et toute lutte est dirigée contre ces différents acteurs. Après avoir donc planté ce décor, nous avons aussi ce que nous appelons le paludisme simple et le paludisme grave. Donc, le paludisme simple, c'est ce que nous tous nous connaissons. Fièvre, courbature, maux de tête, tout le monde sait ça. Et le paludisme grave, surtout chez les enfants d'ailleurs, de moins de 5 ans, avec la fièvre aussi, mais beaucoup plus des signes neurologiques, des comas, l'anémie surtout qui tue les enfants, le paludisme grave. Donc pour aborder donc, les chiffres, le problème des chiffres dont vous parlez, je pense que l'essentiel c'est de savoir, au-delà des chiffres, c'est de savoir quelle est la réalité de ces chiffres. Est-ce que les chiffres sont stationnaires? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça diminue? Etc. Quelle est la situation ces dernières années au Bénin? Vous disiez tantôt dans votre introduction que on a noté 3200 plus de 3200 décès en 2019. Et je peux vous dire encore qu'en 2020, nous sommes autour de ces chiffres-là. Ouais, nous sommes autour de ces chiffres-là. Heureusement qu'on n'est pas... finalement, rien ne bouge. C'est ça, je voulais vous dire. La situation est presque stationnaire, en fait. En matière de nombre de cas, on tourne surtout chez les enfants de moins de 5 ans parce que c'est eux la cible la plus vulnérable pour le paludisme. Donc, nous efforçons sur les enfants de moins de 5 ans. Donc, même le nombre des cas, depuis on tourne entre 800 000, 700 000, 900 000 cas chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, on vient, on monte, on descend. Et donc, le nombre de décès, depuis des années, effectivement, on tourne autour de 2500, 3000, 3200, 3300 décès, jusqu'en 2020 pour les derniers chiffres. Donc, voilà ce que je peux vous dire.
Et c'est stationnaire, mais on peut savoir un peu pourquoi tout ça c'est stationnaire. Oui, Si on va en parler tout à l'heure. Quand on va entrer dans le vif du sujet. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, suite au propos du coordonnateur, on va suivre cet élément, comme je le disais tantôt, réalisé par Yasmine Damanta, qui nous présente un peu les types de cas de paludisme, précisément chez l'enfant. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme est la première cause de mortalité infantile. Au Bénin, il représente le quart des décès des enfants de moins de 5 ans. Cette maladie, beaucoup de mères l'ont connue et en gardent de mauvais souvenirs. C'est le cas de Dame Angéline. Quand nous sommes venus ici, ma fille était un peu souffrante à la maison. Ça n'allait pas du tout. Elle faisait une forte fièvre, J'essaie de lui donner Dolco et puis Doliprane, j'alternais de temps en temps, mais ça n'allait pas du tout. Donc j'ai accouru à l'hôpital et le docteur l'a ausculté, il lui a fait les premiers soins. Il nous a demandé la GEDP, ce qu'on nous a fait. Et il s'est révélé un fort taux de plasmodium dans son sang. Le docteur a dit, qui n'a jamais vu un tel taux pareil chez un enfant depuis 25 ans de service. Ça n'allait pas, moi, mais j'ai commencé à paniquer parce qu'elle était très très faible. Elle ne mangeait pas, tout ce qu'elle mangeait, elle rejetait. Elle était un peu anémiée. Sa joue était enflée, son ventre, elle était bien gonflée. Moi, mais j'avais très peur. Elle était arrivée dans un tableau complètement fatiguée. Elle marchait à peine et complètement asthénique. Je doutais, mais avec une G, on retrouve la G, elle avait un taux de 480 000 de densité parasitaire. J'avais tellement peur, j'ai dit amène-la vite pour qu'on commence le traitement. Donc pendant la saison des pluies, il faut qu'on fasse vraiment très attention. Des cas critiques de ce genre sont légion, surtout en saison pluvieuse. Monsieur Boton Romuald Aïtchéou, pédiatre au centre hospitalier du Kanguézo, évoque un cas plus préoccupant. Nous avons en fait eu plusieurs cas graves, environ une quinzaine à une vingtaine de cas graves durant la saison des pluies. Et pas plus tard que hier, il y a une maman qui est arrivée me voir avec sa petite fille de 9 ans, complètement fatiguée, et qui a la fièvre depuis une semaine. Mais cette fièvre est à prédominance nocturne. Donc du coup, pendant la journée, l'enfant se porte bien. La nuit, la maman donne du paracétamol quand la fièvre arrive. Et ça se calme. Et ça fait ça pendant une semaine. Et là, c'est quand l'enfant a commencé par vomir, a commencé par ne plus manger, complètement fatigué, les yeux hagards, et qu'elle était inquiète. Elle vient, l'enfant était complètement asthénique, fatigué. Et je demande une GE et je me retrouve avec une densité parasitaire à 250 000 de trophozoïdes. Mais ce n'est pas le taux qui est important en fait dans le paludisme grave. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le taux, mais c'est l'état clinique de l'enfant lorsqu'il vous arrive. Parce que si l'enfant, par exemple, est déjà un enfant qui est malnutri, mal nourri, si vous faites un taux à 1000 ou à 2000, ben, lui, il est dans un état gravataire tout de suite. Alors que un enfant qui est bien nourri, qui est en bonne santé, il peut même aller jusqu'à 50 000, mais il sera encore debout avant de venir vous voir. Mais elle, 250 000, l'enfant était pratiquement fatigué, avec la paume de main, les paumes de main complètement blanches. Le paludisme est une maladie provoquée par le parasite Plasmodium suite à la piqûre du moustique infecté. Il faut dire que pendant la saison pluvieuse, là, nous sommes en fin de saison pluvieuse, nous avons eu pratiquement une quinzaine de cas, et c'est grave, avec des densités parasitaires très élevées. Il faut dire que quand la nouvelle pique et que le trophozoïde rentre dans l'organisme, la première chose qu'il fait, c'est de rentrer dans les globules rouges. Donc, ça casse les globules rouges. C'est pour ça, tout à l'heure, vous allez voir, quand j'ai examiné l'enfant, je vérifie en fait la pâleur palmoplantaire. Donc, même quand le trophozoïde casse une partie, il en reste toujours une partie pour qu'il puisse. Voilà. Mais quand un enfant est moins bien nourri et moins bien pris en charge, il a beaucoup moins de globules rouges. Et donc, quand l'anophèle et le trophozoïde va rentrer dans le corps, il va beaucoup plus fragiliser cet organisme-là qui était déjà même anémie à la base. Pour combattre le mal, le Bénin, à travers le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, mène plusieurs actions. Pour se prémunir, pendant la saison pluvieuse, l'État a distribué des moustiquaires imprégnés à toutes les mamans qui sont venues faire vacciner leurs enfants. Et toutes les nouvelles mamans ou toutes les mamans qui sont venues pour faire vacciner les enfants, on leur a distribué des moustiquaires.
Donc il faut que les enfants dorment sous moustiquaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer en fait d'assainir le milieu dans lequel on vit. Et voilà, on retourne en plateau pour poursuivre les échanges ici. Docteur Onkwedo, vous avez suivi cet élément témoin. Votre réaction? Merci, c'est une réalité. Et ça trace tout le parcours du paludisme au Bénin et partout dans le monde. Comme on l'a dit, c'est la première cause de mortalité au Bénin. Le paludisme est responsable du décès des enfants entre 0 et 5 ans. C'est la première cause des avortements, les accouchements prématurés, les enfants de faible poids. C'est la première cause de l'absentéisme scolaire, l'absentéisme professionnel. On voit le problème du côté santé, mais du côté économique, nous perdons un très grand tribut. C'est un problème, pas seulement de santé publique, mais le paludisme, c'est un problème de développement. Parce que quelque part, il freine tout ce que l'on enclenche comme action de développement. Et quand on regarde de près, la lutte contre le paludisme est plurisectorielle. Ce n'est pas que le ministère de la Santé. Moi, je le dis souvent, le paludisme est un problème de l'environnement. Moi, j'interviens dans une localité qu'on appelle l'Adi, en bordure du lac Nokoué. La prévalence du paludisme dans cette localité n'est pas la même au niveau de la haie vive où il y a eu de l'assainissement, il y a eu de belles routes, etc., etc. Quand on regarde nos habitats, surtout là où les conditions de vie sont très précaires, ce n'est pas que la saison pluvieuse. Les eaux usées sont derrière les cours, on lave, on se lave, il y a des réceptacles d'eau, il n'y a pas de fosse septique, il n'y a rien. Tout ça fait que le moustique vit et pilule. Et quelles sont également les conditions? On demande de dormir sous moustiquaire. Mais mon expérience, j'ai fait une petite étude autour de moi. La plupart des femmes vous disent, mon enfant dort toujours sous moustiquaire. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Elle va au marché, en allant au marché, l'enfant est chez le voisin, l'enfant va dormir contre le mur, et quand elle revient le soir, quand on finit de manger, on va dormir sous moustiquaire. Mais avant d'aller au lit sous la moustiquaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a également des aspects culturels où, lorsque l'enfant fait le paludisme, au lieu de l'amener vers la formation sanitaire, on pense que c'est, excusez-moi, c'est la sorcellerie, il faut aller rester dans un couvent où l'enfant est encore sans moustiquaire. Il y a beaucoup de choses autour. Le paludisme, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Culture, la lutte doit être plurisectorielle parce que ce n'est pas que seulement la santé. Est-ce que ce n'est pas un échec tout ce que vous faites? Parce que vous avez dit tantôt que les chiffres stagnent, il n'y a pas augmentation, il n'y a pas baisse, où on évolue en dents de scie, alors qu'on a un objectif 2025, 0 cas de palu. Bien sûr. Merci beaucoup, hein. Vous avez raison. Vous dites ce que pense le commun des mortels, la population béninoise par rapport au paludisme. Et on va démontrer tout au long de l'émission, je ne sais même pas si on en aura le temps, comment la lutte contre le paludisme est difficile et compliquée. D'accord. D'accord. Le documentaire là, qu'on a vu là, ça dit beaucoup de choses. Si. Ça résume beaucoup de choses déjà. Il faut dire, le paludisme est une maladie évitable et traitable. D'accord? Alors, une maladie évitable et traitable, pourquoi doit-on en mourir? Pourquoi doit-on en mourir? Et quand vous regardez ce documentaire, les mamans qui gardent les enfants avec la fièvre, il y a une maman qui a dit, je donnais Dolco. Dolco, c'est quoi? C'est du paracétamol. Ça ne dit rien sur le parasite. Vous ne faites que laisser le parasite se multiplier jusqu'au moment où la forme devient grave. C'est ça la question. Il y a déjà l'automédication au niveau de la famille. Oui, et qui n'est pas appropriée. Vous comprenez? En plus. Donc, qui n'est pas approprié. Le paracétamol ne détruit pas le parasite. Donc, vous calmez la fièvre. C'est un traitement symptomatique. Vous calmez la fièvre. Et quand vous calmez la fièvre, le parasite, lui, se multiplie. Jusqu'à lorsqu'il finit d'éclater les globules rouges ou bien lorsqu'il évolue vers le cerveau, il déclenche ce que nous appelons le paludisme grave qui va tuer.
Or, si pendant que l'enfant avait cette fièvre au début, tout de suite, la maman avait recours aux soins, on allait traiter, puisque c'est traitable. On allait traiter et l'enfant va survivre. Donc, c'est cet élément de choses, tout ça qui fait que les comportements, on va en parler, ces comportements qui font que ça piétine. On va arriver au problème de la Chine tout à l'heure. Ce sont tout ça là, ces problèmes qui font que ça piétine là, le paludisme. Si tout le monde pouvait aller, donc l'enfant fait la fièvre, et ça nous n'arrêtons pas de le dire dans la communication. Tout cas de fièvre, surtout quand nous sommes dans la saison de transmission qui est la saison de pluie, amener les enfants très tôt à l'hôpital et éviter de faire de l'automédication du paracétamol. Alors, ceci étant, en matière de stratégie, ce n'est pas un programme de plus, parce que moi je me dis, quand je réfléchis, je me dis peut-être que si rien n'était fait, on allait avoir encore plus de décès. Donc, ce qui se fait au niveau du programme, c'est de garder la situation stable. Non, pas du tout. Pas du tout alors. Pas du tout. Mais les comportements autour de la lutte font que nous stationnons. Dr Wando a dit tout à l'heure l'environnement. Mais c'est un problème important. C'est un problème important. Vous voyez, les gens qui sont installés dans les zones marécageuses, c'est pas leur faute, d'accord? Mais après, il n'y a pas de mesures de prévention. Ils ne dorment pas sous moustiquaires. Ils sont exposés à une forte agression culicidienne, ce que nous appelons fausse agression culicidienne, l'agression des moustiques. Ça là, c'est quoi? C'est le paludisme qui va venir. Les alentours de nos maisons, on pense que c'est ailleurs. Non, les alentours de nos maisons, même nos maisons où nous avons des petites boîtes qui restent là et accumulent de l'eau, qui stagnent. Partout, vous avez des petites dépressions d'eau qui stagnent autour de la maison. Vous avez la multiplication des moustiques. C'est des gîtes lavés, nous on appelle ça. Mais est-ce que le programme ne doit pas faire quelque chose aussi? Parce que là, c'est un peu comme si les Béninois sont dus d'oreilles, en griffe. Parce que le programme existe depuis des années et cette sensibilisation, on a tellement fait d'émissions à propos, mais on continue d'en parler. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre stratégie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le programme doit finalement faire au lieu de suivre cette même dynamique qui ne donne pas des fruits? D'accord, c'est vrai. Le programme s'est rendu compte que cette sensibilisation, vous venez de dire, est-ce que les Béninois sont dus d'oreilles? Bon, si moi je veux rentrer chez moi, je te dis, je veux habiter chez moi, même si c'est une zone marécageuse, je te dis, bon, ça tu vas là-bas, tu vas avoir une agression des moustiques, tu vas voir ceci, il ne faut pas y aller. Mais il va te dire, non, laisse-moi y aller là-bas, c'est chez moi. Je serai heureuse d'être chez moi. Après, là-bas, je vais voir ce que je fais une fois chez moi. Il ne veut pas. Parce que ce que lui pense qu'il gagne, c'est beaucoup par rapport à ce dont toi tu parles là. Donc lui, il va, et puis maintenant, il expose ses enfants. Lui, encore, ça va, mais il va exposer ses enfants. Donc, la sensibilisation a cours depuis longtemps. Mais effectivement, nous avons l'impression que ça ne prend pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça prenne? C'est de changer nos mentalités aussi. C'est de changer la mentalité des gens. Partout où ça marche, vous parlez de la Chine, mais si on rentre dans le problème de la Chine, vous allez voir que ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Donc, nous, on s'est dit, là maintenant, ce que nous pensons par rapport à cet aspect de sensibilisation, ça va être une sensibilisation par les pairs. Une sensibilisation par les pairs, c'est-à-dire c'est la même communauté qui se sensibilise. C'est-à-dire qu'il faut avoir dans les communautés les agents, les relais communautaires, les comités villageois de santé, des gens qui sont capables d'aller dans les maisons pour vérifier l'hygiène dans les maisons et autour des maisons. Les gens qui sont capables de rentrer dans la chambre pour dire est-ce que vous avez dormi sous moustiquaire hier nuit? Est-ce que vous avez monté votre moustiquaire? Est-ce que vous avez étendu la moustiquaire hier nuit? Ça, c'est là où nous allons maintenant. Et il y a des relais communautaires avec la politique de santé communautaire qui est en train d'être mise en place où des relais auront accès à un nombre limité de ménages. C'est-à-dire un relais à peut-être 200 ménages et s'occupe de la santé de ces ménages en matière de sensibilisation, en matière de prévention. Donc, on se dit, avec ça, peut-être, on va avoir le bon bout. C'est-à-dire des gens qui peuvent
servir de gendarme dans la communauté même. Voilà. Dans la communauté même, il faut qu'ils se surveillent et il faut qu'ils puissent servir de gendarme l'un à l'autre. Ça peut peut-être aider à avancer dans la lutte contre le paludisme. L'autre chose, c'est la pulvérisation. Comment les zones sont choisies et est-ce que c'est efficace? Alors, peut-être que ça me permet de dire rapidement un mot sur les stratégies mises en place. Un mot sur les stratégies. Dans les stratégies mises en place, il faut voir ce qui est dirigé vers la prévention et vers la prise en charge des cas. Vers la prévention, la stratégie phare de la prévention, c'est l'utilisation des moustiquaires imprégnés, recommandée par l'OMS partout. Enfin, parce que pas de piqûre de moustique, pas de palu. Les moustiquaires imprégnés jouent un rôle de barrière mécanique, mais également de chimique, et tuent tout ce qui est moustique qui s'y pose. Donc, nous, la politique met en place des moustiquaires à travers plusieurs canaux. Nous avons la distribution de masse tous les 3 ans à toute la population, à tous les ménages. Nous avons la distribution, vous l'avez entendu, lors des consultations prénatales. Nous avons la distribution lors des vaccinations des enfants. Et dans les écoles, toujours pour augmenter la couverture dans le ménage, pour qu'on ait une moustiquaire pour 2 personnes. Je ne vous arrête pas, mais je veux bien faire intervenir Dr Rouedo. Oui. Est-ce que la politique de distribution gratuite de moustiquaires, quelque part, ce n'est pas aussi... je ne vais pas encore employer le mot échec, mais est-ce que c'est réellement une solution? Parce qu'on a vu, on a toujours ces moustiquaires au bord des voies, vendus, les moustiquaires qu'on a reçus gratuitement, les dames vendent ça, les moustiquaires qu'on a reçus gratuitement, ça sert de maraîchage, de pêche. Est-ce que c'est une bonne stratégie, les moustiquaires? Oui, merci. Les moustiquaires sont une très belle stratégie. Ce que vous avez dit tantôt concernant la vente au bord des routes et autres, je pense qu'avec le dernier cas de distribution, ce ne serait plus possible. À moins que les personnes soient vraiment affûtées pour Qu'est-ce qui a changé? Vraiment tricheurs. Je l'avais dit tantôt, la lutte contre le paludisme, ce n'est pas que le plan national de lutte contre le paludisme. Je vous donne un exemple. Vous avez vu la Ciné Concorde, le cinéma Concorde. La route qui passe derrière le cinéma Concorde, qui rejoint la grande route, l'autoroute qui va à Porte-Nouveau. Je suis passé à derrière, j'étais très fier. Ouais, cette zone marécageuse, ce qu'elle représentait. Le PNLP va faire tout ce qu'il peut, en diffusant des moustiquaires, en sensibilisant. Mais si quelque part les problèmes d'assainissement ne sont pas réglés, nous aurons toujours des problèmes. Je vais donner un exemple. L'enfant qui étudie, vous voulez qu'il étudie sous moustiquaire? En regardant la télévision au salon, vous voulez que les gens se mettent sous moustiquaire? Si le moustiquaire est toujours dans l'environnement, on aura toujours de grosses difficultés. Il faut agir sur les aspects culturels et dire aux gens, quand l'enfant fait de la fièvre, ce n'est pas d'aller donner du paracétamol ou du Dolco, mais c'est de l'amener vers la formation sanitaire pour qu'on l'examine. Quand l'enfant fait la fièvre, devant toute fièvre, nous devons penser au paludisme, mais toute fièvre n'est pas égale au paludisme. Il faut que les gens aient le réflexe d'amener les enfants malades vers les formations sanitaires au lieu de faire de l'automédication. Nous devons travailler avec nos guérisseurs traditionnels pour dire la pharmacopée africaine a beaucoup de choses et beaucoup de capacités, mais elle ne peut pas tout. Il faut qu'à un moment, les gens reconnaissent leurs limites et quand on leur amène un enfant, dit ça là, allez voir le centre de santé à côté et revenez. Je vais parler à l'endroit également de nos chefs religieux, ceux qui pensent que le couvent, c'est l'endroit où on peut traiter le paludisme et autres. Il faut qu'ils soient pour dire, ils font de bonnes choses que je respecte, mais en même temps, il faut qu'ils connaissent leurs limites pour dire qu'à un moment, l'enfant qui convulse, qu'on amène, qu'on ne dise pas toujours que c'est le sorcier ou la tante de derrière, mais qu'on pense au paludisme, qu'on amène l'enfant vers les centres de santé. Mais nous avons, quand on prend le cas de la Chine, il n'y a pas longtemps, l'OMS a notifié que la Chine est exempte du paludisme. Depuis 2017, un pays à plus de 2,5 milliards de population a pu, au Bénin, à peine 12 millions d'habitants. C'est possible. Est-ce que ce n'est que les citoyens qui ont agi? Non, je vais vous expliquer. C'est possible, permettez. Oui. C'est possible. Le problème de la Chine,
il ne faut pas le prendre de façon isolée. Non. Le problème de la Chine, il faut le prendre de façon holistique. Nous tous, on connaît ce que la Chine était hier. Quand je dis hier, c'est des années avant. C'est ce qui que est la Chine est aujourd'hui. D'accord? Donc, vous parlez des moyens, c'est ça? Le développement. Oui. D'accord? Dans le développement s'inscrit beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que la Chine, dans sa politique de développement, a opté pour la réduction de la pauvreté? Et cette réduction de la pauvreté est passée par l'amélioration des conditions de logement et des conditions de vie de la population. Ça suffit déjà parce qu'on sort les gens de leur précarité. On sort les gens des endroits insalubres dans lesquels ils pouvaient vivre pour avoir le paludisme. La Chine, dans son programme de développement, a mis en place une couverture sanitaire universelle qui fait que un paquet de santé publique, de traitements, de médicaments, de soins de santé publique de base est pris en charge gratuitement à tous les résidents. Ce qui fait que les gens n'auront pas peur d'aller à l'hôpital, ils n'ont pas peur des ordonnances, ils n'ont pas peur des prescriptions, ils y vont, ils ont le traitement. Quand le développement permet de mettre tout ça en place, d'accord, sans compter l'aménagement des voies, la construction des routes, quand le développement permet déjà de mettre tout ça en place, c'est que les maladies liées à la pauvreté, forcément, sont contrôlées quelque part. Le paludisme est une maladie liée à la pauvreté? Justement, justement, parce que si nous sommes tous, les gens qui sont à la rêve, ils ne sont pas pauvres, hein. Eh bien, ils souffrent du paludisme aussi. Pas autant que ceux qui sont dans les régions rurales pauvres. Pas autant. Oui. Pas autant dans les endroits ruraux et pauvres. Non, pas du tout. Nous, quand on distribue les moustiquaires, les gens de la rêve, ils ne sortent même pas. Ils prennent pas. Ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, quand vous avez fini tout ça, d'abord au niveau du développement, vous avez mis en place ce qu'il faut pour les soins, vous avez sorti le peuple de la précarité, et quand même un peu, hein. Et quand vous avez fini ça et que vous mettez en place des moyens spécifiques, vous avez forcément des résultats associés à une discipline. Associés à une discipline. Parce que, voilà, la Chine, déjà, c'est une lutte depuis 70 ans, hein, si vous voulez aller vérifier. La Chine ne s'est pas levée pour être certifiée de paludisme. C'est une lutte depuis 70 ans. Mais nous sommes également dans la lutte, Oui, pas la depuis Chine, 2020. La Chine a été, par exemple, l'un des premiers pays à mettre en place l'utilisation des moustiquaires dans les années 80, avant que l'OMS même ne donne le top. La Chine a œuvré pour mettre en place un médicament pour traiter le paludisme dans les années 70, une recherche qui a commencé depuis 1950, et mettre en place l'artémisinine que nous utilisons aujourd'hui dans les combinaisons thérapeutiques. C'est pour vous dire que avec ce développement que la Chine a amorcé, que nous avons tous vu, et les mesures spécifiques qui ont accompagné, associé à la discipline, je pense que c'est pas étonnant. Mais je reviens chez nous. Je reviens chez nous pour dire que on peut y croire. On peut y croire. Lorsque la Chine opte pour l'utilisation de cette molécule artémisine, pendant qu'à notre niveau ici, on interdit la commercialisation de l'artémisia, on peut y croire? Non, ça c'est encore un autre problème. Non, mais ça, c'est un autre vous interviewez les citoyens, ils vont vous le dire que c'est ça, on l'utilise contre le paludisme, mais on nous a interdit de l'utiliser. Non. 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 On va aller tout doucement. Tout doucement. Oh oui, on utilise les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémisinine. Donc on n'utilise pas la plante même ici comme médicament. Mais la plante même n'est pas plus efficace qu'une seule molécule? Elle est efficace. Elle est efficace aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de mais qui font que on réserve un peu cette utilisation qui peut être un peu anarchique. C'est ça. C'est vrai que c'est un produit naturel. Vous savez que nous avons utilisé la chloroquine ici, on a fait de la prévention avec la chloroquine pendant des années. Le revers, c'est que le parasite est devenu résistant à la chloroquine. Heureusement qu'il y avait ces dérivés de l'artémisinine. Mais si on ne prend garde et qu'il y a une résistance à cette molécule, on n'a plus d'autre chose, hein.
On n'a plus d'autre chose. C'est pour ça qu'on porte un peu des gants pour l'utilisation que la population veut faire de la témisinine. Apprendre ça en désordre, en prévention, en curatif, sans connaître la dose qu'il faut. Et ça peut aboutir à des complications qu'on ne pourra pas gérer après. Donc, c'est de donner le temps pour qu'au moins on balise le terrain, qu'on fasse toutes les recherches, les doses qu'il faut, comment il faut les prendre pour ne pas tomber dans ce revers, que est patient pour ça. C'est pour ça. Donc, c'est pour vous dire, je reviens au Bénin. Oui. Je reviens un peu au Bénin. Quand vous parlez de la Chine, je reviens au Bénin. C'est une volonté politique après. C'est-à-dire, vous voyez que depuis 5 ans, à moins d'être sourd et aveugle, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le développement. Le docteur a parlé tout à l'heure d'une rue. Et ce n'est pas celle-là seule. Ça, la seule, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça a réglé comme problème. Non seulement le paludisme, le choléra, les maladies diarrhéiques, etc. Donc, le développement permet également de lutter contre, comme je dis, des maladies de pauvreté. Donc, si je comprends bien, le cas de la Chine peut faire école au Bénin. Pourquoi Oui, pas? le cas de la Chine peut faire école. Nous avons les moyens de cette politique-là. Bien sûr, je dis zéro paludisme, c'est possible si on s'en donne les moyens. La Condorcet a parlé de la Chine qui a commencé depuis 70 ans. Au départ, qu'est-ce que la Chine avait adopté? C'est un trépied. Un, cibler les zones où il y a une forte prévention de paludisme et faire de la prévention avec des médicaments. 2, cibler les zones où le moustique se multiplie beaucoup et empêcher la multiplication des moustiques. 3, c'est la pulvérisation intradomiciliaire et autres pour tuer le moustique. Mais la Chine, en un moment, depuis les années 67, a mis un plan de recherche scientifique pour rechercher des médicaments qui vont lutter contre le paludisme efficacement. C'est là où ils sont allés découvrir l'artémisine qui est extrait d'une plante. Ça l'a ajouté à tout ce qu'elle a dit. Ça permet à la Chine, depuis 2017, de dire nous n'avons plus de paludisme. Et ils ont fait l'observation pendant 4 ans. Et c'est après qu'ils ont demandé à l'OMS de certifier que la Chine est 0 cas de paludisme. Mais avant la Chine, il y avait eu d'autres pays qui ont eu ça. L'Algérie, par exemple, est déclaré pays exemple du paludisme et autres. C'est que la chose est possible. L'Algérie est un pays africain. C'est un pays de l'Afrique du Nord. Oui, mais c'est On de n'a pas le l'Afrique. même climat. On n'a pas le même climat. Nous, Ça on est aussi, sous les... c'est contre nous. On est dans la zone Le climat intertropicale. joue contre nous aussi. J'ai dit tout à l'heure, en Chine, on a ciblé des zones où le paludisme, la prévalence est très forte. Mais au Bénin, où est-ce que la prévalence est plus forte, où est-ce qu'elle n'est pas plus forte? Tout le territoire béninois en matière de paludisme, c'est un danger. C'est vrai, la volonté politique y est. Et si tout ce que nous observons depuis 5 ans se poursuit, c'est vrai, au bout de 4 ans, on ne va pas dire zéro paludisme, mais on pourra se dire vraiment le Bénin a fait des progrès énormes. Ah ben donc, en 2025, on ne peut pas avoir 0 cas de palud dans notre pays. De mon point de vue, Oui. ça va être difficile en 4 ans de dire 0 cas de paludisme. Vous parliez des médicaments tantôt, mais il faut rebondir sur la question des faux médicaments. On ne peut pas utiliser le médicament à la portée de n'importe qui, le médicament n'importe où. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des cas où on a arrêté de la chloroquine qui n'avait que 10% de principe actif. Tout le reste, c'est des placebos. On dit, prenez, les gens prennent ça, n'a aucune efficacité, ça amène de la résistance. Les moustiquaires n'ont pas échoué, mais c'est les hommes, le comportement des hommes. Mais il faut trouver une stratégie Mais c'est ce que je pour vous ai dit contrer le tantôt. comportement des Oui, Béninois. oui, mais c'est ça. Et vous savez que le comportement se change du jour au lendemain. Le comportement, une habitude, vous-même. Non. Le peuple chinois n'est pas le peuple béninois. La pizza, quand je prends la pizza, Oui. la pizza n'a pas... On ne peut pas dire que la pizza a échoué. Vous savez que quand on va pour faire la pizza, vous avez posé la question, mais je n'ai pas eu le temps de vous répondre. On va pour faire la pizza. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas la pizza. Je ne veux pas la pizza. Je ne veux pas que vous pulvérisez mes habitations. D'accord? Dans un autre pays, non loin de nous en Afrique, là, ça ne peut pas se passer. Et quand ils refusent, vous les laissez. Oui, tu les sensibilises. Nous, on n'a pas de... Tu les sensibilises jusqu'à ce que certains acceptent, d'autres disent non, c'est non. Quand tu as fini tout dit, ils te disent non. Ailleurs, c'est la police qui est debout. Ailleurs, c'est la police qui est debout. Ose dire non. C'est eux-mêmes qui vont sortir tes affaires et rester là pour que les gens pulvérisent et tu y entres. Donc, c'est pour dire que
il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, je plante les acteurs. Nous avons beaucoup de défis. Les défis liés aux différents acteurs sur la chaîne, aux vecteurs, aux parasites, mais surtout à l'homme. L'homme, si l'homme ne change pas son comportement, s'il n'utilise pas les moustiquaires, s'il ne dort pas son moustiquaire, si on pulvérise la chambre et il va dormir dehors, quand on pulvérise la chambre, on fait fuir les moustiques. Les moustiques n'osent pas quand peut-être ils sentent. Ils vont dehors. C'est là où les gens vont dormir encore. Et ils se rencontrent là-bas avec les moustiques. Donc quand on fait ça, quand l'enfant a la fièvre, vous ne l'amenez pas aux soins. Ça, c'est le comportement qu'on doit changer d'abord. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'on change ces comportements-là. Et les comportements, comme vous le savez, vous allez voir les socio-anthropos vont vous dire, ce n'est pas des choses qui se changent de jour au lendemain. Il faut il faut parler plusieurs fois, faire le gendarme derrière les gens. Donc là, vous êtes d'accord avec le docteur Ouedo quand il dit c'est pas évident, c'est pas possible qu'on ait 0 cas de palu d'ici 2025? Non, mais on ne peut pas. 2025, 0 cas. Non, on peut diminuer la charge. Le problème, c'est de diminuer d'abord la charge, c'est de commencer par là. Que lorsque vous allez m'appeler ici, peut-être en 2025, que je vous dise que on est tombé à 100 morts. Au cours de l'année, on est à 1000 cas, au lieu de 800 000, ça c'est déjà pas mal. Si on peut déjà contrôler comme ça. Et moi je dis, j'ai quand même de l'espoir parce que si tout ce phénomène de développement qui a commencé se poursuit normalement, la couverture universelle, nous sommes aussi dans ce schéma, est en train de faire son petit bonhomme de chemin et que tout le monde a accès aux soins et que le dispositif que nous venons mettre en place pour sensibiliser la communauté prend, peut-être que on peut avoir, on peut toucher un peu à la réalité du contrôle d'abord, avant de penser à 0 cas comme vous le dites. Et 0 cas dans un pays sous les tropiques comme les nôtres, beaucoup de pays sont en train d'éliminer le paludisme. Mais combien de pays des tropiques sous les tropiques? Donc, sous les tropiques, nous avons le climat qui n'est pas aussi en faveur de la population. Donc, tout ça fait que ça va arriver, mais ça peut prendre du temps. Nous avons besoin de fournir encore beaucoup plus d'efforts que les autres pays parce que nous avons le climat qui n'est pas en notre faveur. Là, on a plus parlé de la prévention, mais lorsqu'on en vient à la prise en charge, on nous a dit que la prise en charge elle est gratuite. Elle est gratuite d'abord pour qui? La prise en charge, oui, elle est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et cette cible-là a effectivement bénéficié effectivement de cette gratuité. On a des cas où les gens, c'est pas vous êtes avec la communauté, vous confirmez que les citoyens ont réellement, cette cible-là a réellement une prise en charge gratuite? Non, moi je vais revenir sur quelque chose, si vous permettez. Non, on répondait déjà à ma question avant de revenir. Je vais répondre, non, comptez sur moi. Le temps qui nous était parti tire à sa fin. Il y a une appropriation communautaire de la lutte contre le paludisme qui est cardinale. Je me rappelle, quand j'étais enfant, il y a des gens qu'on appelle les services d'hygiène qui passaient de maison en maison. Et je me rappelle, ma maman, c'est quand on voit les gens rentrer dans la rue, qu'on court pour renverser le canari, passer à des larves et autres. Est-ce qu'en ce moment, elle avait compris que quand on dit de ne pas avoir des larves, c'est d'abord pour elle-même? C'est la question. Lorsqu'on dit dormir sous moustiquaire, est-ce qu'on peut laisser son enfant aller au marché et revenir à 23h, l'enfant est en train de dormir, quelqu'un vient le chercher pour dire on le met sous moustiquaire? Il y a cette appropriation de la lutte au niveau communautaire qui est cardinale. La prise en charge du paludisme, je reviens à votre question, pour les enfants de moins de 5 ans, je suis dans le privé, je ne peux pas encore traiter le paludisme gratuitement. Mais je mets un bémol. Quelque part, les médicaments de lutte contre le paludisme sont subventionnés. Que ce soit dans le privé ou dans le public, la possibilité d'avoir accès aux intrants pour le traitement est possible. Je vous donne un Mais pour l'instant, ce n'est pas gratuit. Les TDR sont gratuits. Vous achetez les CTA, on vous donne gratuitement les TDR. Ça empêche à la fois d'aller en officine où, on va dire, pour faire le flottissant, il faut payer 1000 francs. Pour acheter ton il faut donner 2000 et quelques CTA, etc. Il est vrai, il y a encore beaucoup à faire pour que le progrès H prenne, pour que vraiment les citoyens aient accès. Même le projet H, il y a le ticket modérateur, il faut payer quelque chose avant d'avoir accès, même si c'est un symbole. Donc dire que la prise en charge du paludisme est gratuite, c'est vrai, quelque chose a commencé, il faut maintenir le cap, améliorer pour que d'ici là, ce soit l'accès universel au traitement gratuit.
du secteur public Professeur, et du secteur privé. la gratuité telle La qu'il le dit, le gratuité, citoyen qui oui, comprend, oui. comprend que c'est pas gratuit. C'est gratuit. C'est Pour gratuit. les enfants de moins de 5 ans, les Et femmes ceux qui enceintes, payent j'insiste que c'est dans le gratuit. public? Non, peut-être, il y a toujours Ils se parfois- font gruger? Peut-être, peut-être. Parce que je ne vais pas déballer tout ici. C'est possible. C'est possible que les gens, ils nous envoient les factures et qu'ils prennent encore de l'argent. Je ne sais pas, dans toutes choses, il y a toujours des pervers, des choses bizarres qui peuvent se Mais la passer. gratuité se situe à quel niveau? Est-ce que c'est la prise en charge entière Oui, parce que quand votre depuis enfant- dès l'arrivée dès jusqu'à la l'arrivée- sortie? Dès l'arrivée, il faut déjà qu'on fasse la preuve que c'est du paludisme. D'accord? Donc, on vous fait un TDR. Le TDR, il est gratuit. On vous fait le TDR. Et lorsqu'on fait la preuve que c'est le paludisme, tout le traitement qu'il y a autour, on vous fait ce traitement-là, gratuitement, pour les formations sanitaires publiques. Et pourquoi ça ne doit pas être gratuit? Nous dotons les formations sanitaires publiques de l'artésunate injectable pour traiter le paludisme grave. Gratuitement, ça, ils n'achètent même pas. Les partenaires l'achètent et nous nous mettons à disposition. Donc, cette prise en charge est gratuite. En tout cas, le gouvernement l'a décrété dans les formations sanitaires publiques. Et ça devait être le cas. Maintenant, s'il y a des gens qui ne le font pas, s'il y a des formations sanitaires qui ne le font pas, il faut aller chercher à savoir, il faut chercher à savoir pourquoi ça ne se passe pas. Mais le citoyen qui, je le dis, peut-être se fait alors gruger, comment pourra-t-il entrer en possession de ces fonds? Ah ben, il Est-ce peut, qu'il il peut faut se plaindre. il va se plaindre à qui? Il va se plaindre. Il peut se plaindre au ministère, il peut se plaindre au programme pour dire, moi, j'ai mon enfant de moins de 5 ans, voilà, on m'a traité, on a pris de l'argent chez moi, je ne sais pas pourquoi. Nous, on peut investiguer pour voir. Oui, on peut investiguer. Mais là, je voudrais faire un coin d'œil à l'endroit de la coordonnatrice. Si on va réussir le plan de lutte contre le paludisme, on doit tenir compte du secteur public et du secteur privé. Le secteur public occupe pratiquement la moitié, le secteur privé occupe pratiquement la moitié. Si on s'intéresse surtout à cette moitié à qui on donne gratuitement, en laissant l'autre moitié sans moyens, je pense qu'on va échouer. Donc je voudrais vraiment que quelque chose se fasse dans ce sens pour que et le secteur public et le secteur privé aient cette possibilité d'avoir accès au traitement gratuit pour la communauté. Mais moi, je ne vais pas vous contredire peut-être, mais le citoyen qui n'a pas les moyens, est-ce qu'il va dans le privé? Le centre de santé publique est à 2 km. La clinique privée est à 100 mètres. Quand l'enfant fait une crise convulsive, il court pour venir vers le centre privé. D'accord. Le premier réflexe, c'est ça, on va me soigner. Mais quand c'est sur le terrain qu'on constate qu'il y a problème. Et l'autre chose, comme on le dit en obstétrique, le décès des femmes est lié à 3 retards. Le retard de la prise de décision pour l'amener vers le centre de santé, le retard pour ce qui concerne l'évacuation du domicile vers la formation sanitaire, et le troisième, le retard de la prise en charge. Dans le cas du pays, c'est presque la même chose. Il y a des cas où il n'y a pas le sang. Elle nous a soutenu fortement la dernière fois. On dit, l'OMEL n'a pas de sang, la NTN n'a pas de sang à l'OMEL. Il faut aller à Porte-Novo, parce que c'est un groupe qui est particulier. On doit aussi travailler dans le sens que lorsque l'enfant vient, ce n'est pas que le médicament. Il y a une urgence vitale, le transfuser. Comment faire pour mettre le sang à disposition? Et là aussi, la communauté doit travailler pour dire donner de son sang, c'est sauver certainement une vie. Donc c'est un peu ce que vous expliquiez tantôt, la lutte doit être vraiment transversale. Elle est transversale et plurisectorielle, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas que le PNLP. Il y a tous les acteurs, le ministère des TP, le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires sociales, tout le monde doit se mettre autour. Et quand on prend le ministère de façon sectorielle, la banque de sang, ce n'est pas le plan national de lutte contre le paludisme, mais quelque part, elle joue un très grand rôle. Mais quand on voit la lutte qui a été menée, telle que les dispositions ont été prises pour, je ne dirais pas contrer, mais pour maîtriser le coronavirus, est-ce qu'on constate un tel engouement pour la lutte contre le paludisme? Le paludisme est essentiellement tropical. Le COVID, je parle de la manière dont ça a été géré dans notre pays, avec les forces de l'ordre et tout. Elle a évoqué le cas de la Chine tantôt où même les forces de l'ordre sont impliquées. Est-ce que vous constatez ça pour le paludisme? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Il y a beaucoup de dispositifs mis en place pour contrer le paludisme. Je me rappelle la dernière discussion des moustiquaires. Elle va peut-être témoigner tout ce qui a été mis pour que
la communauté réellement ait accès aux moustiquaires. C'est un effort, on n'avait jamais vu ça. C'est important. Dans les programmes de développement des communes, la lutte contre le paludisme doit être un élément important. C'est vrai, on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque béninois pour dire est-ce que tu as mis ta moustiquaire ce soir. Mais au niveau de la société civile, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas une grande part à jouer dans cette lutte-là? Une très grande part. Les aspects communautaires de lutte contre le paludisme, c'est la société civile qui doit prendre le lead, c'est important. Mais pourquoi on ne constate pas cet accompagnement-là à votre niveau? Je vais peut-être vous édifier un peu sur certains points. Un d'abord, c'est le secteur privé dont il a parlé, c'est important. Oui. C'est important que la lutte se fasse également dans le secteur privé parce que ne voyez pas un peu en haut ici, mais quand vous allez dans les régions rurales, il y a des cabinets qui sont là et qui prennent en charge de proximité. Les gens préfèrent aller parce que peut-être dans la fonction publique, ils ne sont pas bien accueillis, des choses comme ça. D'accord? Donc, nous-mêmes, on a anticipé déjà, bon, je n'ai pas anticipé parce que c'est dernièrement seulement, qu'on a signé un partenariat avec le secteur privé pour que la lutte contre le paludisme puisse se mener dans le secteur privé comme elle se mène dans le secteur public. Est-ce que c'est déjà effectif? Les citoyens peuvent déjà bénéficier gratuitement, les enfants et les femmes enceintes? A été signé juste, je crois, il y a 2 mois. Ah ouais, ok. Il y a 2 mois, donc nous sommes en train de mettre en place ce qu'il faut. Nous avons déjà commencé par mettre certains médicaments à disposition. Et nous sommes en train de travailler avec les dirigeants de ce secteur pour pouvoir mettre les choses, parce qu'il ne faut pas mettre comme ça, il faut les former, il faut les superviser, suivre l'utilisation. Donc nous sommes en train de régler déjà ce problème dans le secteur privé. Après, c'est la pluri-sectorialité de la lutte. Et je retourne encore en Chine. Vous savez, il y a plus de 13 ou 14 ministères qui se sont mis ensemble pour signer un pacte de lutte contre le paludisme. Il revient au ministère de la Santé de les attirer. D'accord? Donc nous avons commencé. Donc quand nous élaborons les documents de politique, nous avons le ministère du cadre de vie, nous avons le ministère de l'Environnement, des Affaires sociales, du Transport, du Commerce. On associe maintenant un certain nombre de ministères et même des entreprises. D'accord? Pour en venir à la société civile, c'est vrai, comme il a parlé de leader communautaire, la société civile joue un grand rôle. Et maintenant, nous sommes en partenariat avec cette société civile. Nous avons commencé à travailler maintenant avec cette société civile. Et quel est le rôle que doit jouer la société civile précisément? La société civile, comme il le dit, c'est un rôle communautaire. C'est de suivre la communauté dans la mise en place, dans la mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme. Et ces organisations de la société civile, nous avons fait une table ronde avec eux en février, je crois, et on a obtenu leur engagement. Nous en sommes maintenant à ce que certaines organisations élaborent une feuille de route, un plan d'action validé, et nous avons des partenaires qui peuvent les accompagner pour qu'ils puissent aller intervenir au niveau de la communauté. D'accord. Pour conclure, quelle action concrète vous devez mener maintenant pour qu'on atteigne, même si ce n'est pas 0, mais à peine un cas en 2025? Bon, madame, heureuse. Les citoyens doivent encore attendre quoi de vous? D'eux-mêmes. D'eux-mêmes d'abord. Parce que toutes les stratégies recommandées par l'OMS pour lutter contre le paludisme sont en place au Bénin. Toutes les stratégies sont en place. Certes, je dis, il y a des défis. Quand je prends les moustiquaires, il y a peut-être la résistance du vecteur aux insecticides utilisés, d'accord, qui peut faire que la moustiquaire ne marche pas. Mais comme nous avons en place un suivi de cette résistance, la dernière campagne, on a distribué environ 30% des moustiquaires appelés de nouvelle génération, c'est-à-dire qui sont imprégnés avec d'autres insecticides, autres que celles qui font leur preuve sur le terrain. Oui, bien sûr, 30% lors de la campagne passée. Il y a des zones encore où les vecteurs sont résistants aux insecticides. Et donc, pour la campagne 2023, nous irons peut-être à 75% de distribution de ces moustiquaires de nouvelle génération. Toujours. Donc, les citoyens n'auront que des moustiquaires encore. Non, mais il n'y a que ça. Je vous dis que c'est la mesure phare de lutte. Qu'est-ce que vous voulez? Si tu ne te fais pas piquer, ça c'est un. Deuxième chose,
il y a l'environnement. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai planté les acteurs. Mais le vecteur, mais s'il est là, s'il vous pique, vous allez avoir du paludisme. Mais il faut l'éliminer. Mais comment on peut l'éliminer? Donc finalement, le citoyen a un grand rôle à jouer. Il a un très grand pour rôle vous accompagner, à jouer pour nous accompagner. Nous sommes là pour mettre en place les directives et tout, les stratégies qu'il faut pour permettre de lutter contre la maladie en fonction des recommandations. Mais après, il faut que nous soyons soutenus par les citoyens. Et la volonté politique que nous notons actuellement dans le développement, dans l'assurance maladie, peut aider à avoir une... Je vous ai dit, c'est une maladie évitable et traitable et nul ne doit mourir de cette maladie. Pour terminer, merci. Moi, je vais dire 3 choses. La première, l'appropriation communautaire de la lutte contre le paludisme est un élément cardinal. La volonté politique existe, il faut qu'elle soit continue et renforcée à travers les programmes d'hygiène, assainissement, les programmes d'éducation, etc. etc. Et le 3e niveau, le plus important, c'est qu'il y ait une coordination des actions pour que chaque entité, société civile, secteur privé, secteur étatique s'engage. Je donne un exemple. Je ne veux plus voir un maire aller faire de la campagne pour son élection s'il ne parle pas de la lutte contre le paludisme. D'accord. La lutte contre le paludisme doit être une action transversale. Docteur Théophile Rouendor, vous êtes médecin de santé publique, membre de la société civile. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour le grand débat de ce jour consacré au paludisme. 0 palu au Bénin d'ici 4 ans. La politique nationale y répond-elle? On a eu la réponse ici. Alors, les dispositions à votre niveau doivent vraiment être prises pour accompagner les actions politiques, comme ils l'ont dit sur ce plateau. Merci, à très bientôt.